Ah, non, rien. Tu enlèves le micro? Ça y est. Bonjour, vous m'entendez? Ça marche. Bonsoir. Oui, bon. C'est Evelyne. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Super. Ouais, ça marche. Tu enlèves le micro pour nous. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Maître. Bonsoir. Bon, Evelyne, tu vas bien? Ah, super. Bon. Ah, bonjour Thomas. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. On est un peu en retard. Ça va. Pour changer. Oui, il est C'est moins l'heure. deux. Non, encore 2 minutes d'heure. Oh, ouais, moi, j'ai 10 heures pile. Hop. Et voilà. On va s'installer comme ça. Véronique, si on peut- tu veux venir, Est-ce que j'ai le temps? Ouais, bien sûr. Très bon. Comment? Non, il y a du son. Là, je sais pas. Alors, on commence le truc. Là, c'est Ah, bah, bon. voilà, bah, j'y suis. Hop. Intervenant. Bonsoir. Ok. Ah. Bon, tout va bien, merci. Ouais. Le groupe scolaire. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, je crois qu'elle va pas tarder à sortir, je pense. Sur effectivement l'isolation du groupe scolaire, tout à fait. Ah, les 6 heures qui sonnent. Bonsoir. Ça va? Ouais, super. Oui, Véronique, ouais, effectivement. C'est clair, le problème, c'est que sinon, je passe par Bonsoir. Ouais.
c'est pas laissé avoir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas répondu. C'était la réunion de comité. On faisait 2 dates. En général, ça se termine. On voit tout ton écran. Oui, oui, je sais, je sais. Voilà, c'est comme ça. Si on fait tout dans la donc, dès que tu dis que regarde le sac à la copine. Merci beaucoup. Bon, on va pouvoir attaquer. Hop. Fabienne, c'est tout bon pour attaquer? Ah, Loïc arrive. Et Loïc, il va se mettre où, Loïc? Il va... On prenne du recul. Ouais, soit on y est tous les trois, ou soit si. Ouais, si tu veux. S'il veut se mettre. Oui, mais alors, il y a les histoires d'écho. Il faut faire attention. Oui, oui. Ouais. Ok. Et Loïc, il nous rejoint. Ça marche, ok. Bon, de toute façon, on va attaquer comme ça. Il vaut mieux. Hein. Excusez-moi, je suis le seul à mal entendre. Les choses non, ça y est, ça revient. Parce Merci. que la Commission propose des lois et que le Parlement et le Conseil, ensemble, et quelquefois pas toujours d'accord sur tout, formulent ces lois. Ils sont ce qu'on appelle co-législateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés européens n'ont pas encore le pouvoir d'initiative législative. Tout à fait. C'est la Commission européenne qui a l'initiative, même si, pour donner un exemple concret, dans les premiers mois de la crise Covid, j'ai été à l'initiative de ce qu'on appelle une résolution, c'est-à-dire un mouvement, une position du Parlement européen qui dit qu'il faut absolument que l'Union européenne se mobilise pour gérer d'une seule voix cette problématique, et en particulier pour ce qui concerne les vaccins. Deuxième niveau de complexité, sans vouloir faire trop technique, au Parlement français, presque par construction, il y a un groupe majoritaire. Donc, il y a un peu une majorité, une opposition. Au Parlement européen, il n'y a pas de groupe majoritaire. Si vous voulez faire passer une résolution, une loi, vous êtes obligé de faire des alliances. Alors, ça donne quelque chose qui prend plus de temps, qui est beaucoup moins binaire et beaucoup plus frontal, qui demande beaucoup plus de compromis et qui, finalement, arrive quelquefois à des positions un peu moins franches, mais dont on est sûr qu'elles sont consensuelles et qu'elles pourront avancer. Voilà comment je résumerai le fonctionnement de cette machine effectivement complexe. Ok, très bien. Merci pour cette explication, parce que les institutions européennes, ce n'est pas toujours très simple à comprendre. Moi-même, je n'ai pas encore tout à fait compris la différence entre le Conseil européen, la Commission, le Parlement. Enfin, je connais dans les grandes lignes. Alors, peut-être il y a une première question, justement. Ah, pardon. Oui, vous nous entendez bien en ligne ou pas? Si, c'est bon, là. Oui, c'est bon, parce que je crois que le micro était dans le mauvais sens. Il y en a une petite coupure technique sur le Wi-Fi. Et je suis repassé en 4G finalement, parce qu'il y a peut-être un sujet de stabilité. Donc voilà, en tout cas, merci pour cette introduction. Et donc, tu travailles en particulier sur les questions de santé. Alors, est-ce que tu peux nous dire sur la santé finalement où on en est? Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un sujet qui est traditionnellement porté par les États, qui sont un peu frileux des fois à amener ça au niveau communautaire, mais que la crise sanitaire a permis quand même de franchir des étapes assez essentielles. Alors, très schématiquement, l'Union européenne a des compétences en santé qui sont essentiellement la santé publique et la lutte contre les crises sanitaires mondiales. Donc, on en a eu effectivement un bon exemple. Et puis aussi, plus généralement,
la prévention, comment on évite d'avoir des maladies, j'en dirai un mot si vous voulez, la recherche, parce qu'on voit bien qu'aucun pays isolé n'a la masse critique pour faire face aux besoins considérables de la recherche en santé et ailleurs d'ailleurs. Et puis il y a un sujet qui est en train de s'inviter, si j'ose dire, dans les compétences européennes, c'est celui du médicament. Parce qu'on a réalisé, entre autres à l'occasion de cette crise, qu'on avait besoin d'une recherche commune pour innover et développer ensemble des médicaments et être compétitifs vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, par exemple. Et on a vu aussi que si on veut garder l'accès à des médicaments très simples, très basiques, le paracétamol, les produits pour calmer les personnes qui sont en réanimation, voire même les masques et les respirateurs, qui ne sont pas tout à fait des médicaments, mais qui sont des produits de santé. Si on veut garder notre souveraineté vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, il faut absolument qu'on arrive à reconquérir ce secteur économique. On a délaissé. On l'a délaissé parce que les grandes multinationales du médicament sont devenues des grosses machines qui ont sous-traité en Inde et en Chine. Et pourquoi elles ont sous-traité? Parce qu'en Inde et en Chine, les normes environnementales et surtout les normes en termes de droit du travail sont évidemment, on va dire, beaucoup plus souples, pour ne pas dire beaucoup moins équitables. Donc il faut, et c'est compliqué, qu'on arrive à être suffisamment attractif vis-à-vis des industriels du médicament, comme Sanofi qu'on vient de voir, pour les inciter à venir réorganiser la production des médicaments dans l'Union européenne, tout en leur demandant, un, de faire propre vis-à-vis de l'environnement, deux, de respecter les règles du droit du travail, et trois, de ne pas monter les prix. Donc ça passe par des négociations. Il va falloir qu'il y ait des aides d'État, et l'industrie l'a bien compris dans les discussions qu'on a eues tout à l'heure, des partenariats publics-privés. J'ajouterais que quand la puissance publique investit, il est important qu'à un moment ou à un autre, elle ait un retour sur investissement. Or, avec les médicaments actuellement, on a un petit peu tendance à payer une fois la recherche et à payer une deuxième fois des prix souvent très élevés pour les médicaments. Je le dis de manière simple, mais voilà les défis. Et ces défis-là, aucun pays isolé, même pas l'Allemagne, même pas la France, ne peut les relever tout seul. Il faut qu'il y ait la masse critique de l'Europe. Bon, très bien. Je pense que c'était une introduction intéressante à la fois sur les institutions européennes et puis sur le sujet de la santé en particulier. Alors, je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. Sylvie, je ne sais pas si tu peux repositionner un peu la caméra parce qu'elle est un peu, peut-être un peu plus sur la gauche. Je ne sais pas si ici quelqu'un a une... Okay. Ouais. Là, donc le conseil de circonscription, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Véronique, c'est en fait une initiative qui a été lancée en 2017 pour associer des citoyens volontaires au travail législatif. C'est-à-dire que j'ai un groupe permanent des citoyens qui est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, qui est totalement apolitique dans le sens où, ou plutôt apartisan dans le sens où il n'y a pas de prérequis, voilà, il y a des opinions extrêmement diverses. Et donc, le CDC se réunit tous les mois et travaille sur des sujets d'actualité. Et notamment, il y a un groupe qui travaille sur l'Europe, il y a un groupe qui travaille sur la transition énergétique ou autre. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Je suis très satisfait ce soir d'avoir enfin une députée européenne avec nous. Donc, merci d'être venu. Donc, tu sais, Thomas, à chaque fois, je veux mettre une petite touche d'Europe dans nos réunions depuis le début. Donc, je suis très content. Et donc, elle nous apporte un éclaircissement sur la politique. On n'entend pas du tout. Européenne. Ah, ouais. Le micro n'est pas activé. Voilà. Le micro est de ce côté. Et tu... Je recommence. Voilà, chouette. J'ai entendu des choses agréables. Donc, je remercie Valérie d'être venue parler d'Europe avec nous, parce que c'est quelque chose de très important dans notre vie quotidienne en plus. Les gens ne se rendent pas compte que l'Europe est présente du matin au soir de notre vie quotidienne.
rien que par le fait de manier l'euro. Et donc, merci d'être venu et d'apporter un éclairage sur la politique de la santé et des difficultés éventuelles. On n'entend pas? Difficile. Pas bien. Ouais, je sais pas si... Il n'est pas la lumière bleue. Non, c'est ça de squeeze, ça peut pas changer. Non, mais c'est pour sortir le. Mais non, il n'est pas branché, mais normalement il doit. Ah, mais il s'est déjà associé. Alors, pardon. Ouais, alors, malgré le. Ouais. Voilà. Voilà, non, mais vas-y, regarde le micro ici. L'histoire du CDC est assez importante parce que c'est l'origine de la réunion de ce soir. Le micro n'est pas actif. Attends. Connexion à l'audio. Là, normalement, ça devrait être bon. Vous entendez? Non. Vous nous entendez bien là ou pas? Oui. Oui, c'est bon? Oui. Parfait. Thomas, oui, mais pas Fabienne. Ah, autant pour moi, c'était pas le matériel qui était configuré par le micro. Donc là, vous nous entendez bien. Donc, je résume. Tu peux prendre ça, normalement, c'est bon. Donc, en ce qui concerne le CDC et ma présence dans le CDC, je suis un administrateur de la Maison des Européens de Lyon. Donc, depuis le début, avec Thomas, j'essaye de mettre une petite part d'Europe dans nos réunions. Et donc, ce soir, c'est un grand plaisir d'accueillir Valérie pour parler de l'unité européenne et qui nous a éclairé et suivi dans nos visites et nous éclaire sur la politique de la santé au niveau européen, avec les difficultés et les avantages que ça peut avoir. Et je terminais sur le fait que l'Europe est présente tous les jours dans notre quotidien et que dès le matin, quand on se lève, quand on va acheter la baguette, c'est en euros. Quand on passe les frontières, eh bien, on est tranquille, on a la libre circulation. Et tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est une grande évolution. Donc, en espérant que la santé évolue aussi facilement que hors des frontières. Voilà. Merci. Super, merci. Et je crois que cette fois, c'est bon, ça fonctionne définitivement. Et peut-être qu'un point qu'on n'a pas dit en introduction, c'est qu'il y a 70 députés européens français, c'est ça? 70. 79, donc ça fait un peu moins d'1 million, donc ça fait beaucoup d'habitants pour un député en proportion. Alors, il y avait plusieurs personnes qui ont demandé l'intervention en ligne. Alors, il y avait Gérard Baratier notamment. Oui. Bonsoir. Voilà, donc avec un petit peu d'humour, je voudrais remercier Véronique Triel-Lenoir de son plaidoyer pour les coalitions au Parlement et les associations de bonne volonté pour faire émerger des solutions consensuelles. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Je pense que si en France on avait un système qui s'approche de ce fonctionnement-là, on aurait un débat politique qui serait peut-être un peu plus apaisé, un peu plus étayé. Pour poursuivre, j'avais compris que le président Macron était favorable à ce qu'il y ait un droit d'initiative qui soit donné au Parlement européen et que ça faisait partie peut-être même du projet qui pourrait être défendu pendant la présidence de la France. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est sur ce sujet-là. Ça serait ma première question. Voilà. Qui sort du domaine de la santé, mais bon, puisqu'on en a parlé. Alors, effectivement, le président de la République et globalement sa mouvance dont je fais partie et pas mal de gens au Parlement européen pensent que, tout comme c'est le cas en France, ça serait intéressant que les parlementaires européens ne soient pas seulement là pour réagir à des propositions de la Commission européenne, mais puissent porter des propositions. Et quand les parlementaires portent des propositions, c'est celle des citoyens qu'ils portent. C'est effectivement un sujet qui est débattu et l'option qui a été prise, c'est de le débattre avec les citoyens. Et ça se fait dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. J'ai l'habitude de dire que c'est une espèce de grande conférence citoyenne à l'échelle de l'Union européenne où on a mis sur le tapis un certain nombre de sujets, dont le droit de veto, c'est-à-dire le fait que si un seul pays de l'Union européenne s'oppose à une disposition, elle ne passe pas, dont les listes transnationales, c'est-à-dire si on est vraiment dans une Union européenne, il devrait pouvoir y avoir des députés de différentes nationalités sur une liste
pour laquelle les citoyens votent, et puis le droit d'initiative, qui est effectivement, qui serait une mini-révolution à Bruxelles, mais qui va dans le même sens. C'est-à-dire, la parole est davantage donnée aux parlementaires, donc elle est davantage donnée aux citoyens. Je ne pense pas que ce sera réglé pendant le temps du mandat présidentiel européen d'Emmanuel Macron, mais je pense que ça sera peut-être éventuellement réglé pendant le temps de notre mandat à nous, qui vient à échéance en 2024. En tout cas, c'est quelque chose que nous défendons et que le président de la République défend également. Ok, bon, pour cette première question, alors, on revient peut-être vers toi après s'il y a d'autres questions, à la fois sur l'Europe ou sur d'autres sujets, à la fois sur les institutions européennes ou sur... Le droit de veto, ce qui ne me paraît pas l'état le plus important de la planète, se pose à une décision. On donnerait le droit de veto à un seul pays. Pour un certain nombre de décisions du Conseil de l'Union européenne, oui. Oui. Donc, on est à peu près tous d'accord pour penser que c'est bien, mais dans la vraie vie, le principe de réalité voudrait qu'on passe, par exemple, à quelque chose comme une majorité des 2/3. Oui, le droit de veto aussi, ça permet de mettre aussi des compétences dans l'Union européenne sans forcément effrayer les pays en disant à tout le monde, vous aurez le droit de veto si toutefois on ne tombe pas d'accord. En cas actuel, c'est simplement ce qui est voté contre la Pologne et la Hongrie, qui vont avoir des sanctions économiques, vont enfiler le droit de veto, ils vont bloquer les décisions. L'un le fait pour eux, ils vont faire un droit. J'avais cette histoire en tête, mais en l'occurrence là, on est devant la Cour européenne de justice qui a validé le fait que pour la Pologne et la Hongrie, qui ne respectent pas l'état de droit, c'est-à-dire les droits élémentaires des citoyens, c'est pas le droit de veto, là c'est le fait que leurs aides financières sont conditionnées à ce respect de l'état de droit. Comme ils ne le respectent pas actuellement, il y a blocage des aides. J'ai entendu dire récemment, et ça me soulage plutôt vis-à-vis des citoyens de ces pays-là, qu'on allait essayer de négocier tout ça. On négocie beaucoup à Bruxelles. Mais effectivement, le droit de veto est quelque chose dont on se rend compte que c'était une fausse bonne idée et que c'est plutôt délétère. Pour installer une asie à l'Assemblée de la part du Bulgare, ça choque un peu. Ça, c'est encore pire. C'est une faute individuelle qui sera sanctionnée, du moins je l'espère, individuellement, bien sûr. C'est vrai. Oui, une remarque, si c'est possible. Vous m'entendez? Alors, regardons. D'une pharmacie sur l'autre, je parlais du paracétamol, on peut avoir des différences de prix en fonction de la capacité d'une pharmacie ou d'un groupe de pharmaciens à acheter son paracétamol. Mais au niveau de l'Europe, je pense que c'est encore différent. Est-ce qu'on peut, avec des négociations, bien sûr, avec les grands groupes, effectivement, il y a un projet, par exemple, pour regarder le principe du paracétamol, avec le projet de construction d'une usine, pas très loin d'ici d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à négocier un prix global de paracétamol, pour parler que de cet exemple-là, sur l'Europe, en sachant que je pense que la sécurité sociale en France contraint déjà, limite le prix de certains médicaments et de vaccins probablement. Mais en Europe, je pense qu'il y a des pays qui n'ont pas cette couverture sociale identique et il n'y a pas de contrainte sur les prix des médicaments, aussi basiques soient-ils. Vous avez tout à fait raison, même si en matière de prix des médicaments, le paracétamol n'est pas l'exemple le plus percutant. Je vous dirai pourquoi. En France, il y a cette loi sur les génériques qui permet, alors pas au centime près, mais qui permet d'avoir le plus juste prix pour les médicaments délivrés en pharmacie d'office. Le gros problème du prix des médicaments porte surtout sur des médicaments très innovants et très coûteux. Par exemple,
pour certaines maladies rares ou pour certains cancers. Et là, ce qui se passe, c'est que, alors que vous avez une seule agence européenne, l'EMA, qui autorise la mise sur le marché, vous avez vu pendant la crise des vaccins, il y a ensuite 27 dépôts de dossiers par les industriels pour une évaluation de la valeur ajoutée du médicament, dont j'ai du mal à croire qu'elle soit différente entre la France et la Roumanie. Là, il y a une nouvelle législation qui va commencer et qui va autoriser les industriels à demander des évaluations conjointes. Et on a pu vérifier tout à l'heure qu'ils sont à fond pour. Là où ils sont moins fans, c'est quand vient le moment de négocier le prix. Parce qu'actuellement, ils négocient 27 fois en bilatéral et on imagine bien le poids qu'ils ont à diviser cette négociation à 27 plutôt que de la mener avec un seul négociateur européen. Et d'ailleurs, pour les vaccins, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a obtenu les vaccins à un juste prix, à un prix raisonnable, qu'on n'aurait probablement pas pu obtenir si les négociations avaient été faites de manière bilatérale. Ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce qu'on a pu vérifier également que les industriels ont tout intérêt à continuer ce système d'arrangements bilatéraux. Et par ailleurs, et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc ça va me revenir. Donc ils aimeraient bien une seule réglementation, mais différents prix. C'est ça. Non, voilà ce que je voulais dire, et vous l'avez abordé. C'est que non seulement le prix est différent d'un pays à l'autre, mais ce qui est extraordinairement différent, c'est le remboursement. C'est-à-dire qu'en France, en gros, quand vous avez une maladie grave, vous êtes pris en charge à 100% pour toutes les innovations. Il y a bien quelqu'un qui paye au bout du compte. Hein. Et comme c'est la sécurité sociale, on y contribue tous. On y contribue pour le moment au prorata de nos revenus et pas au prorata de notre risque de maladie. Donc, il y a des différences. Il y a une tendance actuellement à demander qu'il y ait cette convergence européenne sur les prix. Alors ça, très honnêtement, je ne pense pas voir ça pendant mon premier mandat de député européen. Alors, il y a plusieurs interventions. Alors, on peut prendre madame et une question. Je de ne pas appuyer au milieu si possible, sinon, parce que ça les associe potentiellement. En fait, c'est juste pour ce que dit Agnès, et on se retrouve dans la difficulté que l'on rencontre même au sein de notre propre pays, où quand on va pour faire évaluer un soin, que ce soit un soin dentaire ou quoi que ce soit, on vous demande d'abord votre mutuelle, on évalue votre taux de remboursement. Et je pense que ça, c'est déjà une complication. Et aussi, le niveau de revenus de chaque pays aussi doit fortement intervenir sur ce prix global que l'on essaye d'évaluer. Je comprends la difficulté, mais effectivement, on a des commerciaux qui sont en face et là-dessus, il ne faut pas lâcher, je pense. Oui, je peux poser une question, une remarque. On devrait aller de la convergence d'une Europe de commerçants vers une Europe politique, au sens noble du terme. Je pense que l'évolution, si on veut vraiment peser dans le monde et être que chacun, du style, les Allemands ne veulent pas s'acheter avec les Américains pour pouvoir avoir nos BMW, donc pas de sanctions économiques ou quoi que ce soit, qu'on représente notre vrai poids, c'est-à-dire une grosse partie de la population mondiale avec quand même des traditions, une culture et un poids réel de savoir-faire économique, qu'on soit enfin représenté à notre juste valeur. Donc je pense que cette évolution, elle se dessine petit à petit, et comme les années perdues sont les années heureuses, Dieu merci, on a eu le Covid, qui va peut-être nous aider à nous rassembler. Moi, je pense que dans l'Union européenne, moi, je ne suis pas un grand connaisseur des sujets européens, mais de la manière dont je vois les choses, je pense qu'il faut toujours repartir de la Seconde Guerre mondiale et sur l'idéal de construire la paix, qui s'est fait dans un premier temps avec les énergies, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Et on voit bien à quel point, encore aujourd'hui, l'énergie compte beaucoup dans les tensions qui peuvent exister entre les pays. D'ailleurs, on voit bien les Américains disent si vous faites ci, vous détruisez le Nord Stream qui passe au nord de l'Europe. Les Russes disent vous faites ça, on vous coupe le gaz, etc. Et donc, je me dis aussi que si un jour on veut vivre de manière apaisée avec les Russes, on devra aussi avoir un deal avec eux sur le plan énergétique pour justement qu'on n'ait plus ces sujets de tension. Mais ensuite, dans la construction européenne, qui est forcément une construction sur le temps long, avec parfois des phases d'accélération ou de ralentissement en fonction de l'histoire, je trouve que
on a encore des grandes plaques qui ont des motivations différentes dans la construction européenne. Moi, quand je regarde les Allemands, demain je serai à Berlin, ils parlent beaucoup de business, de marché. Il y a des pays comme ça. Quand je vois la motivation de la France ou la motivation avant des Anglais, c'était plutôt le fait de restaurer la grandeur de l'Empire, c'est-à-dire comment j'utilise l'Europe en levier de puissance parce que j'étais avant un grand empire, j'ai l'impression d'être déclassé et aujourd'hui, je suis très inquiet par mon rang dans le monde et donc, grâce à l'Europe, je vais avoir un levier de puissance. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais historiquement dans la construction européenne. Et puis, vous avez les pays de l'Est qui, eux, sont dans la notion du rattrapage, de dire j'ai conscience que je suis en retard et le fait d'accéder à l'Europe va me permettre de bénéficier de fonds structurels, d'être peut-être aussi une protection par rapport à ce qui peut se passer un peu plus à l'Est. Et donc, petit à petit, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire converger nos objectifs européens entre les différentes nations, entre ceux qui veulent la puissance, ceux qui veulent le marché, ceux qui veulent une protection, et arrive à construire un projet commun autour de valeurs fortes, sachant que là encore, on voit bien les clivages qui peuvent exister. Même quasiment sur des plaques géographiques entre ceux du Sud qui sont un peu plus à l'aise sur les questions, qui sont moins stressés par la dette, les frugaux au Nord qui, eux, disent « Ah non, surtout pas de dette ». Enfin, on voit qu'on est encore sur un vaste continent qui a des habitudes et des rapports sur plein de sujets qui sont différents, à la dette, à l'immigration, à la sécurité, et que tout ça se fera progressivement. Voilà. En tout cas, moi, s'il y a un seul argument pour la construction européenne, c'est aussi l'argument géopolitique. Quand on voit les grands blocs qui se structurent autour de nous, le match, par exemple, qui est en train de se préparer entre la Chine et les États-Unis, sans la construction européenne, on n'est rien. Et en géopolitique, on dit souvent, on n'a que deux options. C'est soit on est à la table de ceux qui discutent, ou soit on est au menu. Et c'est sûr que si on n'arrive pas à construire une Europe forte, on sera au menu du match sino-américain. Et ils se diront, voilà, on sera une colonie, comme on est aujourd'hui un peu une colonie numérique sur d'autres sujets. L'Europe sera un enjeu de partage entre ces puissances et on ne pèsera plus sur le cours du monde. Donc voilà, bon, c'est un peu mal. Oui. Je partage une remarque. Très, très bien exposé. Alors, une remarque, il y a une question. Ah oui, il y a des questions en ligne. Alors, je vois, il y a Arnaud. Une remarque et une question. Oui, bonjour. Oui. Ah oui, il y a des questions sur le chat qu'on prendra après. Oui, une question. Vas-y, Arnaud, je t'en prie. Oui, j'avais. Alors, déjà, je t'entends pas pour l'instant. Ah, autant pour moi, c'est moi qui ai le son qui se coupe, je ne sais pas pourquoi. Attends. Ça y est, on entend Arnaud. On m'entend? Super. Si. Et alors, attends, c'est moi qui suis. Décidément, ce soir, on n'a jamais été aussi. C'est bizarre, on n'a pas de son. Est-ce que tu peux essayer de parler, Arnaud? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, ouais, là, on voit que. Et là, Arnaud? Allô, allô? Ah, ça y est, on t'entend. C'est bon? Ouais. On va très bien. Déjà, bonsoir et merci pour votre intervention. Je suis très content de pouvoir parler à une députée européenne. J'imagine que ça n'arrive pas tous les jours. Moi, j'avais une question qui fait écho à une interview que j'avais vue il y a quelques mois de Michel Rivasi, qui est également députée européenne, et qui avait qui se posait des questions au niveau de la transparence de la Commission européenne sur la question des vaccins, justement. Ouais, enfin, comme beaucoup, je suis convaincu que mener une politique commune pour les vaccins au niveau de l'Union européenne, c'était une bonne chose et ça a permis que chaque État ne se batte pas pour avoir des vaccins. Mais en revanche, Madame Rivasi disait que lorsque le Parlement avait voulu obtenir les contrats que la Commission avait passés avec les laboratoires, la Commission n'avait pas donné de réponse. Et alors, c'est une interview qui date d'il y a quelques mois, mais je voulais savoir si la situation avait évolué et si dans l'ensemble, vous estimiez qu'il y avait une bonne transparence de la Commission par rapport au Parlement européen. Voilà, c'est à peu près ma question. C'est une super bonne question. C'est une super bonne question, Arnaud, et elle n'est pas simple comme toutes les bonnes questions. La procédure de négociation et d'achat groupé des vaccins, elle a eu lieu dans une extrême urgence, parce que, encore une fois, c'était la seule solution pour qu'on ait tous accès à des vaccins. Et elle a été faite par la Commission européenne qui n'avait pas jusqu'ici vocation à être un négociateur unique.
Ça s'est fait comme souvent avec l'industrie pharmaceutique dans des conditions qui étaient plutôt celles de l'industrie pharmaceutique, même si, je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant des prix, le fait de négocier à 27 a indiscutablement changé la donne. On a beaucoup tempêté avec Michel Rivasi et quelques autres sur ce qu'on jugeait être un manque de transparence sur les vaccins. La Commission européenne a réagi extrêmement rapidement en créant un groupe de contact, c'est-à-dire une structure dans laquelle tous les 15 jours, nous nous réunissons par visio, quelques députés du Parlement européen, tous groupes confondus, et la Commission, et celle-ci nous informe en amont des décisions qu'elle prend. On est en train d'évaluer l'autorisation éventuelle de tel vaccin, on va donner telle quantité de vaccins à l'organisation COVAX pour l'Afrique, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces contrats, et là je diverge un peu avec Michel Rivasi, ces contrats sont quand même des contrats de droit privé. Et les contrats de droit privé, il y en a une partie qui concerne le compte bancaire de l'organisation, voire même des négociations qui sont sous le registre de la confidentialité. Moi, je peux le comprendre, même si le maximum de transparence est nécessaire sur ces achats groupés qui se font avec l'argent public. Mais on sait bien que dans un partenariat entre le public et le privé, il y a une certaine frange de confidentialité qui me paraît quand même, à mon avis, à respecter. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a progressé sur ce sujet. En tout cas, la question de la confidentialité entre une assemblée et un pouvoir exécutif n'est pas propre à la question européenne, puisque au niveau national, on a aussi souvent ce genre de discussion avec forcément l'exécutif qui doit prendre des décisions et qui a toujours une discussion pour savoir quel est le niveau d'information du Parlement. Puis on peut même dire qu'à l'échelle des assemblées municipales, souvent, le maire aussi, d'une certaine manière, des fois doit prendre des décisions et je l'ai connu en tant que maire, et son assemblée municipale a envie d'être informée sur tout, et des fois le maire a nécessité d'avancer, et bien entendu, c'est tout à fait légitime qu'il le fasse. Alors avant peut-être Armelle, j'ai vu que Michel Pellos souhaitait intervenir également. Il a levé la main physiquement. Voilà. Alors, d'abord, une remarque sur le verre à moitié plein. Quand je vais en Allemagne et en Italie, assez souvent, avec la carte de sécurité sociale européenne, je ne me fais pas de gros soucis. En revanche, quand je traverse l'Atlantique, il me faut une assurance complémentaire et un compte en banque très bien approvisionné. Mais ça, c'est l'annexe. Je voudrais poser peut-être une question hors sujet pour ce soir, mais qui me semble importante vu la conjoncture politique. Comment vous voyez, Madame, les évolutions au sein du Parlement européen par rapport à la Russie, dont M. Bauer disait assez dans l'air que toutes les interventions étaient millimétrées, j'avance, je recule, tout est calculé, et qu'il ne fallait peut-être pas avoir une vision catastrophique de ce qui se passe. Ma question a trait au Parlement européen. Est-ce que vous voyez un changement progressif des mentalités sur les questions de défense? Je n'oublie pas évidemment le Fonds européen qui est consacré à cela. Mais comment vous voyez la chose? Comment vos collègues évoluent? Pas seulement les Français, bien sûr. Alors, juste sur le verre à moitié vide, à moitié plein, oui, bien sûr, vous avez raison. La carte d'assurance santé européenne est un plus absolu quand on voyage en Europe. Et comme l'équivalent n'existe pas avec les autres pays, en particulier les États-Unis, ben oui, c'est plus facile, si j'ose dire, de tomber malade quand on voyage en Europe, même si personne ne souhaite tomber malade. Je ne suis pas du tout une spécialiste des sujets de défense. Thomas l'est plus que moi. Et surtout, le Parlement européen, je ne le vois que depuis 2 ans et demi. Donc, l'évolution en matière de santé, je ne cherche pas à esquiver la question. L'évolution en matière de santé, je la vois, je l'ai vue, et clairement, elle est liée à une crise sanitaire. L'évolution en matière de défense, comme l'a rappelé Thomas, c'est l'ADN de l'Union européenne que d'avoir fait la paix. Et je
Il me semble qu'au sein du Parlement européen, la tendance est actuellement de considérer que si on est tellement fragilisé par des postures inquiétantes des grandes puissances, les États-Unis et la Chine d'une part, la Russie et les États-Unis d'autre part, c'est, comme disait Thomas, le moment que la voix de l'Union européenne porte, d'autant plus que sur la crise actuelle, il y a des pays qui sont frontaliers avec l'Ukraine et avec la Russie, autant dire qu'il y a une partie de l'Union européenne qui est physiquement menacée. Je sens, comme avec la santé, et sous l'impulsion très forte de ma collègue Nathalie Loiseau, qui travaille là-dessus de manière absolument déterminée et assidue, une volonté d'avoir une Europe de la défense plus forte, même si, comme avec la santé, parce que les sujets se ressemblent beaucoup, on voit bien que les pays réclameraient volontiers une défense européenne, voire même une armée européenne, quand les bruits de bottes se font entendre aux frontières de Schengen, mais qu'en temps de paix, finalement, tout le monde se contente mieux des prérogatives nationales. La crise ukrainienne inquiète le Parlement européen, enfin la crise russo-ukrainienne inquiète le Parlement européen. Il s'est déjà prononcé pour un soutien fort à l'Ukraine, y compris un soutien financier. Je n'ai pas la solution, le Parlement ne l'a pas non plus. J'imagine que c'est une crise qui risque de se chroniciser. L'immense majorité des parlementaires sont préoccupés et demandent que l'Union européenne parle plus fort, sauf, mais vous l'aurez deviné, l'extrême droite de l'hémicycle qui, pour une grande partie, est de toute façon pro-russe. Mais je veux bien que Thomas complète parce que je n'ai pas de compétences spécifiques sur le domaine. Non, mais je trouve que tu as une vision assez claire sur le sujet, un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour nos motivations dans l'Europe. En matière de défense, c'est un peu la même chose. On ne partage pas tous la même culture stratégique et le même dessin européen en matière de défense, sachant que ce qui structure là la différence entre les pays, c'est le rapport aux États-Unis et à l'autonomie stratégique européenne. Il y a des pays qui sont durablement encore ancrés auprès des États-Unis et qui ne pensent que la défense collective de l'Europe ne tient que sur les États-Unis. Et donc, en conséquence, ils ne développent pas forcément de défense forte et, par exemple, ils achètent l'ensemble de leur matériel aux Américains. Ils ne cherchent pas à développer d'industrie de défense européenne. Et il y a des pays qui, au contraire, cherchent à développer davantage une certaine autonomie stratégique nationale et essaient de pousser dans le sens de l'autonomie stratégique européenne. La France fait partie de ce deuxième cas de figure, sans pour autant opposer cette démarche avec celle de l'OTAN, donc qui est une organisation militaire, l'organisation transatlantique, en essayant d'indiquer que l'objectif est de développer un pilier européen de l'OTAN, puisque les Américains, dans tous les cas, quoi qu'on en pense, ne masquent pas depuis une dizaine d'années leur volonté progressivement de se retirer de la défense collective de l'Europe pour avoir un pivot asiatique. Ça a commencé sous Barack Obama, ça a été accentué avec Donald Trump et ça continue naturellement maintenant. Et juste un chiffre parfois qu'on oublie, mais les Américains ont encore quasiment 40 000 soldats sur le sol allemand. Ils sont encore aujourd'hui extrêmement présents en matière de défense sur le sol européen. Et effectivement, quand on regarde la Russie, qui est sur le plan économique un pays, on va dire, de la taille de l'Italie, en matière de défense, la Russie dispose encore de moyens considérables, par exemple, beaucoup plus de chars que nous. Nous, on doit avoir 200 chars. La Russie en a plus de, je crois, dans les 1500. L'Europe, aujourd'hui, même l'Europe, la totalité des moyens européens, reste encore en difficulté face à un pays comme la Russie. Et on sait que, enfin, justement, on ne sait pas quel est le projet vraiment de Vladimir Poutine. Donc, il y a effectivement ce genre de crise qui appelle à un sursaut européen. Voilà. Juste, pardon, vous m'entendez? Ouais. Je voulais juste rajouter que lors de leurs entretiens entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce dernier a bien pris soin de préciser qu'il parlait au président de la France et non pas au président de l'Union européenne présentement. Donc, vraiment,
la volonté de la Russie, c'est surtout pas de voir monter en puissance l'Union européenne sur le plan de la défense. Et de tous les grands ensembles et des Américains. Je discutais la semaine dernière avec un grand diplomate qui était conseiller du président de la République sur le rapport aux Américains, et il racontait l'anecdote suivante lors de la création de l'euro. Et il disait à Alan Greenspan, qui est le directeur, le président de la Banque fédérale européenne, en disant, mais l'euro, qu'est-ce que vous en avez pensé quand on a fait l'euro? Pourquoi vous n'y êtes pas opposé? Il lui a répondu, on ne pensait pas que vous alliez y arriver. C'est-à-dire que si les Américains avaient un seul moment pensé que l'euro allait devenir une réalité, ce qui est un truc extrêmement compliqué, que des pays abandonnent leur monnaie, ça aurait été les premiers à actionner l'ensemble des leviers dont ils disposent, menaces diplomatiques et torsions, pour bloquer ce projet européen. Tellement la monnaie est un instrument de puissance. Aujourd'hui, encore beaucoup de choses se payent en dollars. Et donc, il faut toujours se rappeler en géopolitique que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc, même nos meilleurs alliés, dans un monde en compétition, eh ben, ça reste des compétiteurs stratégiques, et les Américains ne voient pas forcément non plus d'un très bon œil l'éveil stratégique de l'Europe. Et d'ailleurs, même au sein de l'Europe, il y a une certaine compétition entre les différents pays. Entre la France et l'Allemagne, par exemple, on fait beaucoup de choses ensemble, mais il y a quand même des questions de leadership, et des fois, tout n'est pas forcément extrêmement synchronisé, mais c'est le propre de tout projet collectif. Je compare toujours au niveau local. Au niveau local, on fait des communautés de communes. Les communes adhérentes à une communauté de communes sont aussi souvent dans des querelles quand il y a un projet, plusieurs les veulent, et donc on est dans un monde de compétition souvent. Alors, donc merci Evelyne et Michel. Je crois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Et puis vous me dites s'il y en a qui veulent parler. Oui, vas-y, si tu veux le. J'ai une question un peu plus générale. On a fait l'Europe. On a fait quelques Europes différentes finalement. On a fait l'Europe agricole avec la PAC. On a fait l'Europe de l'énergie à un moment. On a essayé en tout cas, voilà. Et on a fait l'Europe dans certains domaines industriels. Je pense à l'aéronautique notamment. Et à votre avis, c'est quoi la prochaine Europe qu'on va faire? C'est-à-dire sur quel projet européen on va peut-être avoir quelque chose de commun bientôt? À votre avis, le prochain, c'est quoi? C'est la santé, la défense, liée aux problématiques qu'on a du moment, ou d'autres points? J'ai peur de ne pas être très objective dans ma vie. C'est mon combat. C'est mon combat parce que ça l'était déjà à mon arrivée au Parlement, et que cette crise a vraiment révélé que c'était un vrai combat. Mais je pense aussi, et encore plus depuis quelques semaines, que l'Europe de la défense est absolument indispensable. Le président de la République est au front, si j'ose dire, avec toute une bonne partie des institutions et du Parlement derrière lui. Je ne saurais pas faire le pari, et peut-être que les événements travailleront pour nous aussi. Une crise sanitaire booste l'Europe de la santé. Une crise géopolitique dont j'espère qu'elle va s'apaiser dope à l'évidence l'Europe de la défense, et puis on peut même faire les deux après tout. Mais peut-être qu'il y a une différence, c'est que l'Europe de la santé a l'air d'être une Europe politique, au sens où ce serait les politiques de santé qu'on essaye de faire un petit peu converger. L'Europe un peu industrielle et aéronautique que j'évoquais, c'est plutôt une Europe d'industriel. C'est l'histoire aussi d'industriel autour. Sur l'Europe de la santé, je vois pas. Sur l'Europe de la défense, sur l'Europe de la santé, je ne vois pas encore de projet industriel d'Europe de la santé. Je vois bien la volonté politique, mais est-ce qu'il y a derrière, je ne sais pas, est-ce que sur un plan cancer, ou est-ce que sur un plan, plan vaccin, là, pour le coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que des industriels européens s'allient pour avoir des choses? En gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qu'on ne pourrait pas faire seul, d'une certaine manière? Actuellement, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure, mais comme c'est des acronymes, ça ne parle pas forcément. Suite à la crise sanitaire, il y a une nouvelle autorité de santé qui va être créée, qui est destinée à répondre, à anticiper des crises sanitaires
en matière de recherche, de développement et de production de nouveaux vaccins. Je fais partie de ceux qui pensent que si on investit sur une espèce d'agence de l'innovation en santé européenne, on n'a pas de raison de se priver de s'en servir pour des problématiques comme le cancer, qui est le modèle, si j'ose dire, de toutes les maladies non contagieuses, les maladies chroniques. Donc, mon ambition serait que cette agence permette de restaurer la souveraineté industrielle stratégique sur les produits de santé urgents, permette aussi de faire revenir la recherche, le développement et la production de médicaments innovants qui le plus souvent sont extrêmement coûteux pour faire la discussion de tout à l'heure. Donc il y a le sujet industriel stratégique de la santé, c'est le médicament innovant. On va arriver à faire revenir les chercheurs chez nous, oui, déjà éviter qu'ils partent, mais surtout faire en sorte qu'on priorise leur recherche. Il y a un seul moyen que je connaisse moi pour prioriser un sujet de recherche et faire que les gens travaillent ensemble, c'est de faire un appel d'offres où vous obligez à la participation de au moins, mettons, 5 pays européens. Je l'ai vécu en France dans les appels d'offres cancer. Si vous voulez prioriser des sujets, il faut mettre de l'argent, mais il ne faut pas saupoudrer. Il faut obliger les chercheurs à se mettre ensemble là. Soyons justes, les chercheurs ont déjà largement l'habitude de travailler ensemble. Il y a déjà des grands consortiums européens et même mondiaux, en particulier en cancérologie. Là où on peut vraiment s'améliorer, c'est sur le partage des données. Il y a des bases de données dans tous les pays. Les bases de données sont vraiment un apport considérable à la compréhension et à la mise en place de nouveaux traitements, par exemple des cancers. Ça serait vraiment important d'avoir un espace de données européen. D'ailleurs, c'est dans les tuyaux. Et sur le plan de l'énergie, est-ce qu'on n'a pas là aussi, on voit qu'on est challengé avec des énergies fossiles qui ne viennent pas d'Europe. On a des compétences particulières sur le domaine énergétique en Europe. Est-ce que là aussi, on n'aurait pas, parce que le Parlement travaille aussi à essayer de créer cette synergie européenne sur les questions énergétiques? Mais là, enfin, oui, bien sûr, et pas seulement le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne aussi. Simplement, il ne vous aura pas échappé qu'on a des forces énergétiques, mais qu'on n'a pas tous les mêmes. Et loin de là, puisque la France a le nucléaire, l'Allemagne s'est débarrassée du nucléaire. Un certain nombre de pays, dont l'Allemagne et la République tchèque, sont particulièrement attachés au gaz. Donc, converger, c'est... Comment? Ils vont peut-être changer. Peut-être, mais converger, ça veut dire quand même aussi respecter les intérêts de chacun. Se débarrasser des énergies fossiles, ça demande un certain nombre d'ajustements, ça demande des manœuvres incitatives, ça demande de faire en sorte que tous les pays européens arrivent quand même à suivre à peu près. Et puis surtout, et ça c'est vraiment la grosse ambition actuellement de mes collègues qui s'occupent de ça, ça demande que si on fait dans les pays de l'Union européenne, au sein des petites, des moyennes et des grosses entreprises, des efforts majeurs pour une transition énergétique écologique, les mêmes efforts soient faits autour, ou alors qu'on applique à ce qui est importé dans l'Union européenne les mêmes règles de transition écologique qu'on s'applique à nous, parce que sinon, en termes de compétitivité, on va être coulé. Donc, dans la PAC, ça s'appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire on n'oblige pas, je dérive un tout petit peu, mais on n'oblige pas les agriculteurs à limiter l'utilisation de pesticides si c'est pour importer des produits d'Amérique du Sud, par ailleurs, qui en sont pleins. De la même manière, les substances, les produits de base, comme par exemple l'acier, ne sont pas importés de l'extérieur de l'Europe à un prix beaucoup plus compétitif que ceux de l'intérieur. Donc ça, c'est la fameuse taxe d'ajustement carbone aux frontières. Je pense que c'est un des moyens de se protéger tous ensemble.
Converger sur les énergies, c'est tout le problème actuel. Enfin, quand on entend les débats, alors là, pour le coup, au Parlement européen, c'est beaucoup moins une question de parti politique qu'une question de pays d'appartenance. Alors, il y a Armelle qui était très patiente, à qui je vais passer la parole. Oui, bonjour Thomas, bonjour Madame Triel-Lenoir. Je vous remercie parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec vous. Donc moi, je suis européenne depuis toujours, même si depuis Maastricht, on a dû avaler quelques couleuvres. Et j'ai deux questions très différentes en fait. D'une part, j'aimerais revenir sur la question de la pharmacie, notamment par rapport au paracétamol. J'ai entendu, c'est des commerciaux. Alors le commerce, c'est pas forcément un gros mot, hein, c'est ce qui a construit aussi l'Europe. Donc peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le développement du commerce et notamment des exportations, ça favorise aussi le développement de l'industrie. Donc c'est par rapport à ça que j'ai une question, parce que sur cette histoire de paracétamol, dont on a fait un emblème en France, en disant qu'on est en train de relocaliser des productions, il se trouve que en fait, la matière première qui sert à fabriquer le paracétamol, qui est le para-aminophénol, est toujours fabriquée en Chine et qui est extrêmement polluant d'ailleurs à produire, qui est produit en Chine et qui fait le tour du monde en bateau. Donc sur un plan environnemental, c'est déjà pas idéal. Et sur le fait qu'on regagne en indépendance sur l'approvisionnement du paracétamol, c'est pas vrai. Donc moi, j'ai un petit problème avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'autre part, j'aurais aimé que cette chose-là soit vue au niveau européen et non pas juste au niveau franco-français. Donc, alors je pense que ce sont des fonds européens, les 30 millions d'euros qui sont partis chez Sequens pour financer cette usine. Mais là, ils viennent en plus d'être achetés par un fonds américain. Donc, qu'est-ce qui va advenir de ça? Donc, je ne sais pas s'il y a une vision globale. Alors, je sais que la santé, ce n'est pas un sujet a priori européen, mais comme le disait Loïc, est-ce qu'on a quand même une recherche dans le domaine en France et en Europe qui est très forte? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à favoriser une émergence d'une véritable industrie européenne avec toutes ses composantes? Voilà, ça c'est ma première question. Et puis, si vous avez le temps, j'en aurai une deuxième plus sur les institutions. Avec plaisir. On vous a loupé un tout petit moment, mais sur l'industrie de la santé à l'échelle européenne, il y a vraiment actuellement la mise en place de dispositifs et d'appels d'offres qui vont favoriser des partenariats publics-privés financés par la Commission européenne et une autorité de santé qui va booster la recherche et le développement sur le territoire européen. Sur le paracétamol, ce que vous dites est juste. Ce qu'on a le plus délocalisé, ce ne sont pas les médicaments finis, ce sont les substances actives qui sont à leur origine. Il y a 80% des substances actives des médicaments de base qui sont actuellement fabriqués en Inde et en Chine. Il y a seulement 40% des médicaments finis qui sont fabriqués en dehors de l'Union européenne. Donc, vous avez 100 fois raison. Il faut rapatrier la production, pas seulement en France. On pourrait se contenter d'un réseau de pays européens travaillant qui sur telle substance active, qui sur telle autre. Mais il faut qu'on arrive à rapatrier la production de ces substances. Or, vous avez donné le cadre qui est compliqué. On les produit actuellement à très bas coût dans des pays qui ont des normes environnementales, si jamais ils en ont, qui sont extrêmement faibles, mais ça monte. Ça, c'est un point d'optimisme. Et puis, dans des pays où le droit du travail n'a absolument rien à voir avec celui de la majorité des pays de l'Union européenne, et on va demander à des industriels de faire la même chose sur le sol européen, mais en n'augmentant pas les coûts. Et ça, enfin, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ça demande des aides d'État qui sont en cours parce que la ministre Agnès Pannier-Runacher a fait un énorme boulot avec ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt et des appels d'offres pour financer des entreprises qui sont souvent toutes petites, qui sont souvent des petits sites de production, mais qui vont nous permettre de ne pas être pieds et poings liés avec l'Inde et avec la Chine. Et le paracétamol viendra après, si j'ose dire. Donc ça, c'était pour la première question. Et après, je passe la parole à Louis, si ça vous convient.
Oui, et la deuxième question, alors elle est peut-être plus naïve parce que je ne suis pas constitutionnaliste, mais ce qui a un côté frustrant pour nous qui sommes Européens convaincus, je ne parle pas assez fort. Si, on t'entend. En fait, il y a juste un petit bug avec l'écran. Ça y est, j'ai identifié le bug, c'est que je fais juste une petite aparté. Ça, apparemment, ça fait à la fois l'image et le son. Et donc, en fait, à chaque fois que ça relance, ça... Voilà. C'est pour ça que ça me fait un petit bug depuis tout à l'heure. Mais on t'entend bien, je ne touche plus à aucun bouton. D'accord. Oui, c'est sur cette construction européenne dont on sent bien que la plupart d'entre nous aimeraient bien qu'elle aille plus loin sur le plan politique et géopolitique. Est-ce que il a été question, à un moment, on parlait de dire est-ce qu'on pourrait resserrer à quelques pays d'origine, puisque toutes ces règles d'unanimité de veto nous empêchent d'avancer. Est-ce que, et il est question sur le plan militaire, je crois qu'il y a eu des accords bilatéraux avec l'Italie, par exemple, récemment, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait à nouveau une initiative de quelques pays qui repartent sur des bases plus fortes et plus engagées au niveau européen? Et juste un tout petit aparté, si vous n'avez pas vu, il y a une série qui s'appelle Occupied qui traite des problèmes sur Arte, qui est excellente, des problèmes géopolitiques liés au gaz, etc. Rien à voir, mais voilà. Merci pour le renseignement. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a possibilité de faire les collaborations renforcées? Dans les faits, c'est déjà un peu le cas. Je veux dire, si on met en place un consortium européen autour de recherche et développement en matière de vaccins ou en matière de cancer, je ne vais pas stigmatiser, mais il y a déjà des pays de l'Union européenne qui ne joueront pas. Il y a déjà des pays de l'Union européenne qui n'ont pas de capacité de recherche et de développement qui leur permettront d'être dans le premier cercle. Et je ne sais pas si c'est pareil pour la défense, c'est peut-être un peu plus complexe, je ne sais pas, mais dans les faits, ça sera comme ça. Alors, il y a effectivement eu des hypothèses, et je me souviens en avoir entendu parler dans les cercles rapprochés du président de la République, de dire ça devient tellement compliqué cette affaire. Ça a été en particulier le cas avant qu'on arrive à trouver l'accord sur l'endettement commun, l'accord sur le plan de relance européen, où j'ai entendu qu'on finissait par se dire faisons-le à 6 ou 7 et puis les autres suivront ou ne suivront pas. Finalement, tout le monde a suivi. Mais effectivement, il y aura peut-être un moment où il faudra se poser la question d'une espèce de forme d'Europe à 2 vitesses. Moi, dans mon idéal, je trouve que ce n'est pas forcément bien, mais si peut être un moyen d'avancer en commençant à quelques-uns et en agrégeant les autres ensuite. Voilà, je ne sais pas si ça te va, Armelle, et on entend Louis qui commence à tousser et qui... Oh, pardon, non, j'ai excusé. Ouais. Moi, vous avez évoqué effectivement les grands acquis européens. Vous interrogez sur les futurs possibles de la construction européenne. Et puis, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons montré sur un point particulier qui est le problème de la prise en charge économique des conséquences de la crise. On a fait bouger quelque chose de très lourd, qui est le rôle de la Banque centrale européenne et de son rôle dans le financement et l'investissement. On a enfin fait bouger les marques en séparant et en commençant à séparer les rôles de banque d'investissement, moi que j'appelle banque spéculative, par rapport aux banques commerciales, banques utiles à la répartition, à l'accès au crédit. Donc, Moscovici avait tenté, le commissaire Moscovici avait presque réussi l'enjeu européen de la séparation du rôle des banques et d'un retour à un contrôle politique de la Banque européenne pour participer à la création monétaire sur une garantie qui n'est pas inflationniste. Et voilà qu'on va sortir de la crise monétaire en ayant fait un grand pas en avant dans ce sujet-là et on réentend « Ah là là, attention, 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 on est en train de réanimer les démarches inflationnistes. » Et pourtant, si on veut réindustrialiser la chimie de base pour revenir à la création de médicaments, si on veut faire face aux vrais défis énergétiques, si on veut faire face aux vrais défis écologiques, on sait que le problème est un problème d'investissement.
que ne peut pas financer le financement privé, ne peut financer que les États. Quand est-ce que l'Europe va se donner un vrai grand projet du financement de son devenir? C'est une question qui est posée avec le cœur. Oui. Alors, je vais appuyer sur le bouton qui va malheureusement faire bug pour que tout le monde puisse bien voir. Non, est-ce que je suis passionné, hein? Ouais, on a C'est un senti sujet qui me tient considérablement à cœur. Merci pour la passion, elle transparaît parfaitement. Vous avez tout dit, c'est-à-dire que le plan de relance européen a quand même bien été le moyen, là encore, de bousculer toutes ces règles qu'on croyait absolument impossibles à contourner. Donc, c'est un peu comme avec l'histoire des vaccins. On l'a fait, donc ça veut dire qu'on peut le refaire et qu'on peut continuer à le faire. Et c'est quand même, là encore, l'état d'esprit du président de la République, président du Conseil de l'Union européenne, et de pas mal de parlementaires, en tout cas ceux de mon groupe politique. Mais c'est le ministre Maire qui, le premier, est en train de lever le chiffon rouge. Alors là, j'ai probablement pas suivi, mais globalement, tout le monde est d'accord pour dire que ça a été une manœuvre absolument salvatrice. Et c'est comme pour l'histoire de l'euro. On nous aurait dit ça il y a seulement 3 ans, on aurait dit non, mais c'est absolument impossible. Et puis, on n'a pas le droit, et puis ça ne se fait pas, et puis ce n'est pas dans les traités. Puis finalement, et les Allemands n'accepteront jamais. Voilà, exactement, et ils ont bien accepté. Donc, moi, je suis optimiste de nature, mais il me semble que ce qu'on a réussi à faire une fois, on devrait pouvoir arriver à démontrer que ça a un sens, que ça a un intérêt. Bon, les planètes étaient quand même relativement alignées, hein. Christine Lagarde était là, et le couple Macron-Merkel était au sommet de son fonctionnement. On a eu raison des frugaux, et là, le Parlement européen a vraiment joué sa partition. Donc, restons optimistes, on a réussi à le faire. Bon courage pour continuer. Merci, c'est gentil. Merci. Allez, je pense qu'on peut encore peut-être prendre une question dans la salle, une question en ligne. Je ne sais pas si dans la salle, on est venu au bout de tous les sujets. Et je vois qu'il y a peut-être une dernière question en ligne. Hop, allez, une petite dernière question en ligne, si vous voulez bien, de Christian. Alors, moi, j'avais pas dit bonsoir à tout le monde, sauf par écrit, je le redis. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est une remarque, mais qui va déboucher sur une réaction de Véronique. Je connais bien vos sensibilités au dialogue. Vous l'aviez beaucoup fait tout en début de votre mandature sur notre ville, sur Lyon et sur le Rhône. On était allé à des rencontres. Est-ce que ce qui vient de se passer ce soir ne pourrait pas être, et je crois que beaucoup de gens du CDC le souhaiteraient par exemple, quelque chose qui pourrait se régulariser tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour commencer, avec un déroulement sur 1 heure, pas plus, ou 1 heure et demie, avec des questions du moment qui seraient importantes au niveau de votre rôle au niveau député européenne, un thème peut-être choisi de manière précise pour pas que ça parte dans tous les sens éventuellement, et puis des questions diverses. Mais j'ai quand même l'impression que cette demande, je ne serais pas la seule à le poser, de régulariser CDC et bien d'autres citoyens éventuellement. Qu'en pensez-vous, Véronique? Bon, la visioconférence a du succès, tu vois, et ils aimeraient avoir la garantie d'ici 3 ou 6 mois d'avoir un appel. Moi, d'abord, je considère, et je vois bien que Thomas est dans le même état d'esprit, que c'est notre devoir. Notre devoir, c'est d'écouter ce qu'on nous dit, c'est de travailler, et moi, il se trouve que je travaille loin, et puis de restituer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est le minimum. Je trouve qu'un des avantages de la crise, ça a été cette explosion de la visioconférence, qui n'est pas très conviviale, mais qui nous permet de faire énormément de réunions. On a appris à se parler avec les yeux, avec les micros, et finalement, je trouve que c'est un moyen très fort de faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Je vous incite aussi à vous rapprocher du groupe Renaissance européenne, si ce n'est pas déjà fait. C'est le groupe piloté par Valérie Hayet, qui est une députée européenne et qui, dans chaque département, a un relais avec des gens, dans le Rhône, c'est Laurent Lamandé, des gens qui organisent des réunions publiques spécifiquement sur le thème
de l'Union européenne dans le cadre de la campagne électorale et de la PFUE. Donc, on essaye de faire un maximum de ces événements, mais je n'esquive pas la demande. Si je suis à nouveau invitée dans votre organisation, ce sera avec grand plaisir que je reviendrai, même si c'est seulement par visio. Il se met qu'on a un petit défaut au CDC, entre autres, c'est de bien aimer les contacts directs avec notre député. Pourtant, vous avez levé le pouce quand j'ai dit que la visio nous avait permis de faire plus. Et Loïc, tu voulais dire un mot pour terminer? Je ne sais pas si on a... Oui, bah, si on a terminé, en tout cas, je voulais vous remercier, Thomas et Véronique, pour votre présence à Marcy-l'Étoile aujourd'hui. Merci aux membres du CDC également, toujours actifs, toujours présents. J'ai bien reconnu quelques têtes qui me sont bien familières. Voilà, on est très heureux de vous voir ce soir. On a également quelques élus et marcillois qui sont également présents dans la salle. Voilà, on avait passé une après-midi ici sur la commune auprès de Vétagrosup, donc avec Mireille Bossy, sa nouvelle directrice générale de l'établissement, qui d'ailleurs vient de nous rejoindre ce soir, et puis également un moment chez Sanofi où nous avons pu échanger sur les questions de santé et l'Europe, comme vous venez de le faire ce soir. Donc un grand merci pour cet honneur que vous nous faites d'être présents tous les deux à Marcy-l'Étoile. Merci au CDC également. Et moi, en tout cas, je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, merci Loïc. En tout cas, pour ton accueil, je trouve que ce qui est intéressant ce soir, c'est que déjà, on a eu les visites aujourd'hui qui nous ont permis à la fois à l'école vétérinaire et à Sanofi d'aborder des sujets intéressants. Et c'est vrai qu'en tant que député national, je trouve qu'il est intéressant, il a été intéressant de faire ces visites avec toi parce que tu posais des questions pertinentes sur le front européen qui, moi, me seraient jamais venues à la tête. Quand, par exemple, tu as parlé d'ERA à Sanofi, c'est vrai que je connaissais mieux la BARDA américaine que ERA européenne. Et c'est vrai que voilà, je trouve que ça permet d'apporter une certaine complémentarité, on va dire un tandem, un peu d'ailleurs comme à l'échelon local entre communes, communautés de communes. Et puis, ces institutions européennes, on a encore du mal à, je crois, à encore bien les percevoir. Donc, ça prend un certain temps. Et puis, voilà, c'était intéressant de parler de projets également, pour que, voilà, et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et j'espère qu'on n'attendra pas la prochaine présidence française de l'Union européenne, parce que je crois que ça met un certain temps. C'est tous les 13 ans pour refaire une prochaine visio, mais tu vois que tu es attendu pour... Peut-être on reprendra contact dans quelques mois. Donc voilà, je te laisse si tu veux le mot de la fin et puis ensuite on pourra clôturer la visio. Le mot de la fin, c'est un grand merci parce que j'ai dit que c'était un devoir de discuter avec vous, mais c'est avant tout un immense plaisir. Puis c'est une inspiration parce que ce qu'on porte au niveau du Parlement européen, c'est ce qu'on a entendu par la campagne. C'est moi ce que j'entends depuis 30 ans de mes patients aussi. Donc, c'est une immense inspiration et c'est très important qu'on continue à se voir et je suis à votre entière disposition. Voilà, bonne soirée à tous. Oui. Bonne soirée à tous, je coupe.